Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour. Sur Zone Franche de ce dimanche, nous recevons pour vous l'honorable Nassirou Bako Arifari. Il est député bloc républicain à l'Assemblée nationale pour la législature en cours. Avec lui, nous allons parler de cette dynamique dans laquelle s'inscrit désormais sa formation politique, à savoir le bloc républicain, qui forme ses cadres à travers une session de formation de 48 heures. Avec lui, nous reviendrons sur les tenants et aboutissants de cette initiative. Nous parlerons également de l'école du parti du bloc républicain, comment se porte cet instrument de renforcement de capacité, d'éducation des cadres de ce parti politique. Et comme vous le savez, sur le plan social, l'actualité est bien nourrie par cette marche organisée ce samedi par les syndicalistes contre la vie chère, une marche pacifique finalement autorisée par les autorités préfectorales. Mais nous aborderons les derniers développements de l'actualité entre le Niger et le Bénin en sa qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères. Professeur Nassirou Bako Arifari nous donnera sa lecture de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est un peu l'ossature de votre émission Zone Franche de ce dimanche que je conduis avec William Click, mon collègue. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Nassirou Bako Arifari, bonjour. Bonjour William, bonjour Franck, merci de m'accueillir sur votre plateau à nouveau que j'ai déserté depuis un certain temps. Alors, merci. Merci aussi à vous, cher professeur, d'être revenu à nous. Les travailleurs, eux, ils ont faim. Les députés aussi? Les travailleurs, les syndicalistes, les porte-paroles ont dit que les travailleurs ont faim. Je dois dire que dans notre pays, à ce jour, il n'y a jamais eu de rupture de paiement de salaire. Lorsqu'on parle donc de faim, c'est par rapport certainement à la cherté de la vie. Et ça, c'est un phénomène que nous traversons tous, lié à beaucoup d'autres facteurs que peut-être nous n'aurons pas le temps de développer ici, mais nous comprenons les réactions sociales, mais nous pensons également que les dirigeants au sommet devront d'une manière ou d'une autre écouter les populations, écouter les syndicalistes et leur apporter leur version des choses et peut-être des approches de solutions. Mais il n'y a pas rupture de salaire, de paiement de salaire, c'est vrai. Mais lorsque ce salaire-là doit acheter des produits extrêmement chers sur le marché et qu'on ne voit pas véritablement l'action du gouvernement pour réduire ce poids-là sous lequel ploient les populations, est-ce qu'on ne va pas finalement s'accorder à reconnaître que vraiment on a faim? Vous savez, par le passé, le gouvernement a donné la preuve de sa réactivité face à des situations déjà. Vous savez bien, pendant la période de Covid, où il y a eu une grande morosité économique et financière dans notre pays, le gouvernement a pris des décisions de subvention d'un certain nombre de produits de première nécessité. Je pense que lorsqu'un problème social est posé, le gouvernement a un temps de réflexion et de prise de décision. Je pense que c'est dans cet espace-temps que les différentes revendications et protestations donc se manifestent et je pense que le gouvernement certainement donnera une suite à tout ça. Des moyens de revendication entre-temps étouffés. Comment est-ce que de votre point de vue, vous, fin connaisseur de la sociologie politique béninoise, vous lisez cette façon d'empêcher des travailleurs de s'exprimer sur l'évidence, une évidence sur laquelle on s'accorde tous, la cherté, l'amenuisement du pouvoir d'achat? Je pense lorsqu'un problème est résolu, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de trop en parler, si ce n'est de l'évoquer. Je pense que la marche dont vous parlez, qui avait été interdite il y a quelques jours, a été finalement autorisée. Aujourd'hui, la marche a eu lieu. Les travailleurs ont exprimé disons, leurs revendications, leur ressenti de la situation sociale. Par le passé, il y a eu certainement des malentendus entre le gouvernement et les organisations syndicales. Je pense qu'il y a quelque chose que nous devons retenir, qui est légal. Les marches
font partie des droits des travailleurs. Les marches ne sont pas soumises à autorisation, mais à régime déclaratif. Lorsque l'autorité publique sent qu'une marche éventuellement peut entraîner de troubles à l'ordre public, il est question d'État et de sécurité pour tous. L'État, le gouvernement peut décider, malgré la déclaration faite d'organisation d'une marche, le gouvernement peut décider de dire la date que vous avez retenue peut-être ne me convient pas pour telle ou telle raison. Vous savez, un gouvernement ne donne jamais toutes les raisons lorsque cela touche à des questions de sécurité intérieure. Vous comprenez bien. Donc, c'est pour cela que j'ai dit il y a eu un malentendu. Ce malentendu a été réglé. La marche a été organisée aujourd'hui. Les revendications ont été exprimées. Et je pense que le chef de l'État recevra dans les jours à venir les différents responsables syndicaux, les différentes organisations syndicales pour un dialogue social afin de trouver donc des réponses, si vous voulez, aux revendications et doléances exprimées. C'est pour le 23 mai prochain, si mes notes sont bonnes. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État à cette rencontre-là? Qu'il dise à ses partenaires sociaux, à ses répondants des travailleurs? Je pense que je ne peux pas anticiper la décision d'un chef d'État. Il s'agit d'une question gouvernementale. Je suis du pouvoir législatif. Je peux. Vous écoutez les plaintes sur le terrain, vous êtes sociologue de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser la tension, pour rassurer les Béninois? Vous connaissez un peu la mentalité des Béninois. Je pense que lorsque vous avez des situations de clameur publique autour de situations que les populations vivent, et lorsque ça touche le panier de la ménagère, lorsque cela renvoie à une certaine inflation, si vous voulez, sur le plan économique, et donc un amenuisement, en fait, des revenus de fait, il y a donc nécessité que le gouvernement se penche, et généralement, le gouvernement accorde des subventions, par exemple, sur les prix des produits de première nécessité, et qu'on sort, pour permettre aux populations de passer ces moments difficiles en essayant donc d'agir sur le marché pour entraîner momentanément une baisse des prix, d'accord, et donc permettre donc au système économique, peut-être au système social d'être relancé. Mais je précise que nous sommes dans une économie libérale, fondée sur la loi de l'offre et de la demande. Malheureusement, le jeu du marché peut amener, si vous voulez, donc à des situations indésirables et qui peuvent impacter le panier de la ménagère. Et le rôle de l'État dans de telles circonstances, c'est d'intervenir pour tenter de réduire, si vous voulez, les souffrances des populations. Et je pense que le gouvernement saura prendre les décisions qui s'imposent pour répondre à ces défis. Professeur Bako, vous me direz que c'est un vent régional, sous-régional et même mondial, si vous voulez, mais est-ce que ce n'est pas une partie des conséquences de l'ultralibéralisme, aussi ce contexte économique que nous vivons aujourd'hui? Vous savez, l'ultralibéralisme, on en parle. Le monde est suffisamment globalisé aujourd'hui. Mais je pense que la question de la vie chère au Bénin, aujourd'hui, ne peut pas être imputée à l'ultralibéralisme, aux conséquences quelconques d'événements intervenus, je dirais, à des milliers de kilomètres de notre pays. Je pense qu'il y a une géopolitique régionale qu'il faut considérer. Vous savez, la saison des pluies a été assez catastrophique l'année dernière dans les pays du Sahel, notamment le Niger qui est un voisin, quoi qu'on dise, malgré la situation conjoncturelle que nous vivons. Le Bénin a produit suffisamment de céréales au cours de cette saison, heureusement pour nous. Mais nous avons certains avantages
qui tendent à devenir des inconvénients. Le Nigeria est un gros marché. On exporte beaucoup de céréales en direction du Nigeria et la demande est forte de ce côté-là désormais. Du côté du Niger, à cause de la mauvaise saison, il y a eu des achats massifs, si vous voulez, de produits céréaliers béninois pour organiser des stocks de sécurité dans ce pays. Cela a entraîné une certaine augmentation des prix et beaucoup de nos compatriotes ont vendu, si vous voulez, comment l'appelle-t-on, leur récolte, d'accord, pour pouvoir, enfin, pour engranger, si vous voulez, donc les bénéfices de l'inflation autour des produits céréaliers à un moment donné. Il y a également, nous avons écouté certaines plaintes des paysans qui disent avoir connu une saison, disons, relativement mauvaise en ce qui concerne la culture de rente que représente, si vous voulez, le coton. Or, il y a des crédits d'engrais qui doivent être remboursés. J'ai écouté des paysans qui ont dit nous avons été obligés de vendre une partie de nos céréales pour pouvoir faire face, si vous voulez, donc à ces crédits de campagne en intrants agricoles. Il y a donc beaucoup de facteurs. Donc cela a entraîné, si vous voulez, une forte exportation de nos céréales en direction des pays voisins, le Niger, le Nigeria surtout, et créant une pénurie artificielle dans notre pays. Donc on produit beaucoup, mais on exporte plus, et il y a un problème donc d'équilibre entre ce qu'il faut garder chez nous et ce qu'il faut vendre. Et là, les pouvoirs publics ont une responsabilité en la matière et doivent prendre donc les taureaux par les cornes pour que les fois à venir, le commerce régional n'entraîne pas la pénurie que nous connaissons donc dans notre pays. D'accord. Allez, professeur Nassirou Bako Arifari, nous allons évoluer dans nos discussions pour parler maintenant des relations entre le Bénin et le Niger. On s'attendait peut-être à des solutions pour, disons, redynamiser ces relations, mais avec les derniers événements, le Bénin qui prend une décision qui a fait jaser la toile, qui continue de susciter des réactions. Vous avez suivi certainement cette actualité. De votre position d'ancien ministre des Affaires étrangères, vous qui connaissez un peu ces rouages-là et tout, comment vous l'avez accueilli, cette information? Je ne suis pas venu sur votre plateau pour cette question, mais je réagirai tout de même. La première des choses, ce n'est pas, comme on le dit c'est une de nos sagesses populaires, ce n'est pas là où on est tombé qu'il faut regarder, mais c'est là où on a trébuché. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, dans la sous-région, une situation d'instabilité politique liée à des changements anticonstitutionnels de régime. Nous avons connu le cas du Mali, le cas de Burkina, le cas de la Guinée, et puis, quatrième cas, le Niger. La CEDEAO, notre communauté régionale, s'est réunie au niveau des chefs d'État, a estimé à un moment donné que trop c'est trop, il faut prendre des mesures pour arrêter, sinon on risque de voir la saignée se poursuivre vers un plus grand nombre donc, de pays. Dans la prise de décision, vous avez vu, si vous voulez, l'arsenal de sanctions qui avait été donc édicté au lendemain du coup d'État du 26 juillet à l'endroit du Niger, ces sanctions, si vous voulez, ont prévu entre autres la fermeture de frontières. La fermeture de frontières, c'est vrai, si nous prenons tous les textes de la CEDEAO, cela n'est prévu nulle part. Par contre, il y a une certaine jurisprudence. La fermeture des frontières avait été déjà appliquée en 2012 contre le Mali au moment du coup d'État du capitaine Sanogo. Cela a été appliqué une deuxième fois encore au Mali
à la suite du second coup d'État, disons, du colonel Assimi Goïta. Vous comprenez donc, il y a eu une certaine jurisprudence. Et cela a été une décision prise par l'ensemble des chefs d'État et à l'occasion, avec la participation des chefs d'État successifs du Niger, de la République du Niger. Cela arrivé au Niger, les décisions ont été prises, mais malheureusement, c'était assorti d'une menace d'intervention militaire qui n'avait jamais été, disons, prononcée contre un État, si vous voulez, de façon systématique. Il y a eu des cas, comme en Sierra Leone, où il y a eu un coup d'État. Oui, la CEDEAO, mais sous le leadership du Nigeria, était intervenu pour, disons, déloger le putschiste. C'était en 1997, si j'ai bonne mémoire, un certain colonel Koroma qui avait renversé le gouvernement du président Ahmad Tejan Kaba. Et le Nigeria a intervenu et donc la situation a été rétablie. Il y a eu donc un précédent. Et donc cette fois-ci, tous les pays n'ont pas le même poids. Et donc on ne peut pas décider, disons, d'une intervention aussi à la légère. Mais il faut comprendre la psychologie des chefs d'État à un moment donné, quand il y a eu beaucoup de choses. Donc les décisions ont été prises. Notre pays, faisant partie donc de la CEDEAO, a appliqué les décisions prises par la communauté. On peut dire que nous avons privilégié ce qu'on peut appeler l'intérêt communautaire sur l'intérêt national, à un moment donné. Et donc, le Bénin a appliqué systématiquement, y compris contre son intérêt national. Évidemment, parce que économiquement, lorsqu'on prend tous les pays de la sous-région, le Nigeria, le Bénin a une économie plus intégrée avec le Niger que tout autre pays de la sous-région. Autrement dit, en termes d'intérêt national, le Bénin, bien entendu, avait beaucoup plus à perdre dans une telle décision que tous les autres pays de la sous-région. Le Bénin a fait l'option de l'intérêt communautaire et en retour, bien entendu, lorsque la communauté, donc la CEDEAO, a levé les sanctions, le Bénin, même au fort, c'est-à-dire au fort moment de la fermeture de la frontière, le Bénin n'a jamais fermé hermétiquement sa frontière avec le Niger. Le seul passage fermé, c'est le pont de Malanville. D'accord? Mais en ce qui concerne les céréales, les produits de première nécessité, le fleuve Niger a servi de canal de connexion entre les deux pays et donc tout bougeait normalement. Les transporteurs ne seront pas d'accord avec vous, monsieur le ministre. Non, laissez-moi parler. Lorsque vous avez donc, en ce qui concerne les céréales, un certain nombre de choses, donc, mais les transporteurs, parce que la voie terrestre est fermée, c'était devenu un véritable casse-tête. Tout ne peut pas passer par le fleuve. Nous sommes d'accord? Et le Bénin, j'ai dit, dans l'application de la décision de fermeture de frontières, d'accord, le Bénin a fermé, oui, les transporteurs en ont souffert, nous regrettons, je suis de la région, vous savez bien, et je sais tout ce dont nos populations ont souffert pendant cette période de fermeture des frontières. C'est gravissime. Le marché de Malanville est presque mort. Les transporteurs ont attendu, ont fini par déserter les lieux. Vous savez, c'est une catastrophe économique pour une certaine région de notre pays. Donc on ne peut pas s'amuser avec. Mais si j'ai dit que le Bénin n'a pas fermé hermétiquement, c'est que nous avons laissé des poches de respiration où des produits pouvaient passer, tout ce qui n'était pas de produits lourds, qui nécessitaient de passer par la voie terrestre, des choses passaient. C'est-à-dire, donc, même dans le contexte, il y a un certain assouplissement de la part du Bénin.
Deuxième élément, lorsque la CEDEAO a décidé d'ouvrir les frontières, le Bénin a ouvert depuis 2 mois. Le Niger a attendu un temps, a réouvert les frontières avec le Nigeria. C'était les 2 pays avec lesquels surtout la fermeture était prononcée. Mais depuis, le Niger, le gouvernement militaire actuel du CNSP, a maintenu fermé hermétiquement la frontière avec le Bénin. Mais attention, notre pays a fait des efforts, je dirais parfois jusqu'à l'humiliation. Ils n'ont pas arrêté les contacts. Le Bénin a ouvert. 4 ministres au moins de notre gouvernement étaient allés à Malanville pour constater l'ouverture des frontières. C'est-à-dire, du côté du Bénin, le dossier est devenu une affaire du passé. Mais le Niger a maintenu sa frontière fermée. À partir du moment où le Bénin a ouvert sa frontière, ce n'est plus le Bénin qui est la cause maintenant de l'interruption, si vous voulez, des transactions commerciales avec le Niger. C'est le Niger qui a décidé du maintien de la fermeture, du moins a décidé maintenant de fermer sa frontière. Comment on peut expliquer cette posture des autorités nigériennes? Alors, chaque pays a ses arguments. Le Niger avance des arguments, ce que nous lisons dans certaines publications, selon lesquelles le Bénin hébergerait une base militaire française et qui pourrait être une source de menace pour le Niger. À aucun moment, il n'y a de base militaire française dans notre pays. Le Bénin a une coopération militaire avec la France qui ne date pas d'aujourd'hui. Qu'il y ait des coopérants militaires français au Bénin ou des instructeurs militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cela participe de la coopération classique que le Bénin a avec ce pays. Par conséquent, personne, aucun État ne peut décider à la place du Bénin du pays avec lequel il peut ou ne pas avoir de coopération. Dans tous les domaines, y compris militaires. Et de ce point de vue, aucun État n'est fondé à intervenir de ce point de vue pour demander au Bénin... Pour vous qui avez été diplomate... Laissez-moi terminer. Et là, le Niger ferme. Nous avons des questions de relance. Oui, d'accord. Le Niger ferme. Donc là, aujourd'hui, c'est le Niger qui a fermé sa frontière avec le Bénin. Comprenez le changement de paradigme en la matière. Ce n'est plus la CEDEAO qui a fermé les frontières, ce n'est plus le Bénin qui a fermé sa frontière, c'est le Niger aujourd'hui qui a fermé sa frontière avec le Bénin. Alors, lorsque vous fermez votre frontière avec un pays voisin, c'est frontière terrestre, nous sommes d'accord, les frontières aériennes ne sont pas fermées. Lorsque vous fermez les frontières terrestres, le Bénin a certes un partenariat économique majeur en ce qui concerne le secteur pétrolier avec le Niger, notamment le pipeline. Lorsque vous fermez vos frontières terrestres, je pense que un oléoduc, c'est-à-dire le pipeline, est aussi une route, oui ou non. C'est une route du pétrole. Et cette route du pétrole ici, elle est terrestre. On a fermé la frontière terrestre pour les véhicules, pour les biens, pour les personnes, les véhicules. Du moins pour le transport terrestre avec. Mais on décide de maintenir l'autre frontière terrestre, l'autre route terrestre, qui est l'oléoduc, donc le pipeline. Il y a une sorte, si vous voulez, de décalage dans la décision. Quand vous fermez, fermez tout, y compris alors le pipeline. Oui ou non? Puisque ça traverse notre territoire. Et ça traverse la frontière du Niger pour venir traverser la frontière du Bénin avant de venir au port de Sémé, au terminal pétrolier de Sémé. Le Bénin a décidé alors, en toute souveraineté, dit
les eaux territoriales du Bénin font partie des frontières du Bénin, oui ou non? Oui. Le Bénin décide alors d'interdire l'arrivée des navires, d'accord, pour embarquer, comment l'appelle-t-on, le pétrole nigérien. Si je dois vous résumer, c'est une décision judicieuse à votre avis? De mon point de vue, un gouvernement, oui, lorsqu'il y a des prises de position de la part d'un certain nombre de pays voisins ou de partenaires, les gouvernements ont aussi des voies ou des méthodes de rétorsion par rapport à certaines décisions. Le gouvernement béninois en décide ce qu'il a décidé par rapport, disons, au pétrole nigérien à partir du terminal pétrolier de Sémé. De mon point de vue, le gouvernement béninois est totalement dans son droit d'un point de vue diplomatique. Et j'ajoute, vous savez qu'en diplomatie, on dit souvent, on peut faire la guerre pour faire la paix. Hein? Tout le monde sait, dans l'histoire, beaucoup d'exemples où il y a eu des guerres, parfois violentes, pour faire la paix. Ce n'est pas que on veut gagner, ce n'est pas la victoire qu'on cherche forcément, mais on veut la résolution d'un problème. Et je pense qu'il faut avoir une lecture de ce genre. La décision du gouvernement béninois, ce n'est pas une décision de rupture avec le Niger. C'est une décision pour forcer les négociations. Et de mon point de vue, d'un point de vue diplomatique, on ne peut que saluer cette position de notre pays dans ce contexte. Pour vous qui avez été diplomate en chef, si c'est un choix diplomatique conséquent, est-ce que vous voyez cette option améliorer les choses? Le Niger nous accuse de hardiesse, de témérité aujourd'hui. Nous prenons le bout de cette situation par une interdiction des eaux territoriales béninoises à des navires. Et nous savons qu'il y a un partenaire étranger, notamment l'entreprise chinoise qui est impliquée. Aujourd'hui, quand toute analyse est faite, est-ce que vous voyez la stratégie payée? Parce que ce qui est voulu justement, c'est que la reconnexion économique et sociale renaisse entre les deux pays. Je pense que lorsque vous suivez l'interview du président de la République en début de semaine sur cette question, il a dit ceci: nous n'avons jamais été saisis officiellement par les autorités militaires nigériennes pour nous annoncer le début, d'accord, donc, disons, la mise en service, si vous voulez, du terminal pétrolier de Sémé, et donc le début de livraison de pétrole nigérien, si vous voulez, à la compagnie chinoise, donc, qui devrait, enfin, qui est partenaire, donc, dans cette transaction. Si le pétrole arrive, la courtoisie diplomatique voudrait tout au moins qu'on décrive au Bénin, c'est quand même le territoire béninois que le pétrole nigérien traverse, même si nous avons un partenariat, un contrat, un accord que nous avons signé. À cette date, informez-nous que, oui, nous allons démarrer nos activités. Quand vous fermez vos frontières terrestres, vous n'avez pas dit que vous avez fermé uniquement la route terrestre par le pont de Malanville et pas la route terrestre du pétrole. Est-ce que vous nous avez informés? Je pense que c'est des subtilités d'un point de vue diplomatique, d'accord, qu'il faut avoir, il faut lire. Donc, quand vous lisez d'un point de vue diplomatique, si vous voulez, la décision du Bénin, et si vous suivez ce que le chef de l'État a dit, nous n'avons pas été informés. C'est la société chinoise qui a informé le gouvernement béninois. Ce n'est pas la République du Niger. Ce n'est même pas l'ambassade de la République populaire du Niger. Autrement dit, ce n'est pas l'État chinois qui a informé, encore moins l'État nigérien. Alors, le Bénin, c'est quand même un État. Le Bénin est un État souverain qui doit être respecté. Et nous ne pouvons en aucun cas admettre que de tels comportements continuent avec notre pays. Je pense, au-delà de toute considération, ça je l'ai dit en tant que Béninois. Maintenant, en tant que diplomate, enfin, je ne suis pas diplomate, mais je fus, disons, aux affaires étrangères, je peux dire ceci. Aucun de nos pays n'a intérêt à entretenir une situation de tension à nos frontières. Nous devons chacun avoir le souci de nos populations.
cas, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien, des populations souffrent par rapport à ce bras de fer entre les deux États, en rapport avec la fermeture des frontières. Je pense que le moment est venu pour que la responsabilité soit ce qui anime nos dirigeants dans les deux pays et que, à un moment donné, il faut faire la paix des braves parce que il faut tenir compte de l'intérêt des populations. Cette façon de forcer un peu le dialogue, est-ce que ça va marcher? C'est la question de William. Est-ce que, avec les éléments d'appréciation que vous avez à votre disposition, est-ce que ça va ramener les Nigériens à la table de négociation, de discussion? Moi, je pense que les négociations reprendront. Et je suis persuadé que il y a beaucoup de canaux qui peuvent être exploités pour amener les uns et les autres, si vous voulez, à se comprendre. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas péril en la demeure. Ce ne sont que des éléments... Faut-il des intermédiaires, une négociation, une médiation? Vous savez, dans des situations du genre, il faut une médiation. C'est nécessaire. Qui pour faire entendre raison aux autorités de la junte nigérienne? Les deux pays peuvent s'accorder sur quelqu'un qui peut jouer le rôle de go-between. Et donc aider à rapprocher les positions et puis sortir par le haut, de part et d'autre, si vous voulez, donc de la situation. Cela est possible. On va parler maintenant politique, enfin au plan national, le bloc républicain qui a rassemblé ses cadres et qui les a formés pendant 48 heures. Pourquoi cette initiative, professeur Nassirou Bako Arifari? Vous savez, lorsque nous regardons les partis politiques de façon générale, les partis politiques sont confrontés à un certain nombre de défis en rapport avec l'efficacité même de la structuration interne des partis dans leur ambition de conquête et d'exercice de pouvoir. Vous savez, aucun parti politique au Bénin n'a réussi à conquérir le pouvoir sommet de l'État. Tous les partis politiques, si vous voulez... Vous voulez faire allégeance à 90 à aujourd'hui? Bien entendu. Si vous voulez, de 90 à aujourd'hui, bien entendu. Allusion. Et donc, quand vous regardez, les partis politiques fonctionnent comme des saprophètes aux côtés d'hommes providentiels qui arrivent à prendre le pouvoir d'État et les partis politiques se mettent à leur service. De 90 à nos jours, c'est ça la situation. Et tous les partis politiques qui ont relativement prospéré n'ont été que des partis gouvernementaux ou des partis créés sous le régime de tel ou tel. Et donc, cela constitue une grande faiblesse pour les partis politiques. Manque de formation, manque d'ancrage social, etc. Les partis politiques souffrent aussi, disons, d'un problème d'éthique et de loyauté militante. Vous savez, vous connaissez bien tout ce qui va avec les transhumances multiples et consorts. Les partis politiques souffrent également de problèmes de leadership interne et de leadership efficace. Le fonctionnement interne des organes des partis, bref, je peux citer toute une panoplie, si vous voulez, de difficultés ou de défis que les partis connaissent. De face à cela, la formation politique est apparue comme un élément majeur. Et quand on voit l'expérience de nombre de pays de démocratie solide, avec des formations politiques parfois centenaires, la formation politique, l'école du parti, est restée un élément majeur. Quand vous prenez la Chine, le Parti communiste chinois, il y a plusieurs écoles. L'école centrale du Parti communiste chinois de Pékin, l'école centrale du Parti communiste chinois de Shanghai, qui sont les écoles les plus connues. Vous prenez en Allemagne les fondations, disons, qui sont liées aux partis politiques. Vous avez Friedrich Ebert, qui est lié donc, par exemple, au SPD. Vous avez la fondation Konrad Adenauer, qui est liée à la CDU-CSU. Vous avez la fondation Friedrich Naumann, qui est liée au FDP, qui sont des partis politiques.
Ce sont des cadres de des lieux de formation, d'incubation, de compétences qui permettent à ces partis, si vous voulez, donc de tenir dans un système démocratique. Aux États-Unis, vous avez également ce type de comment? Vous avez l'IRI pour le Parti républicain, le NDI pour le Parti démocrate. Et donc, il est apparu, avec la réforme du système partisan au Bénin, la nécessité de faire en sorte que la réforme puisse être ancrée dans les mœurs, dans les habitudes, et pour cela, nous avons besoin de militants politiques de nouveautés. Et c'est pour cela la formation politique est importante. Et le parti, le bloc républicain, a, entre autres institutions ou organes, l'école du parti. Au sein du secrétariat exécutif du parti bloc républicain, disons qu'il y a une sous-instance du bureau exécutif national, j'ai la charge de l'école du parti et de la formation politique. Et c'est donc dans l'exercice de mes fonctions ou de mes attributions au sein du parti que nous avons organisé la première session 2024 de l'école du parti à travers donc la formation que nous venons d'organiser les 9 et 10 mai 2024 à Bénin Royal Hotel, autour du thème de la communication politique. J'allais en venir. La communication politique, pourquoi? Est-ce que vous avez senti sur le terrain vos cadres ne pas bien s'en sortir lorsqu'il s'agit de par exemple parler du parti, lorsqu'il s'agit de s'adresser aux populations à travers les médias? Quel est le diagnostic qui a été fait? Le diagnostic qui a été fait, c'est que nous avons pensé que pour communiquer en politique, nous avons remarqué que beaucoup de nos leaders politiques, de nos élus parlementaires ou de nos dirigeants politiques au sein du parti hésitent à accepter de se prêter, si vous voulez, à la communication politique publique. Particulièrement lorsqu'il y a des caméras, particulièrement lorsqu'ils doivent accorder des interviews, des entretiens et autres. Je pense que tout le monde n'est pas habitué. Il y avait donc besoin à initier, à faire un peu de media training pour nos dirigeants, les dirigeants du bloc républicain et les élus du bloc républicain, les élus nationaux d'abord, pour leur permettre, si vous voulez, d'être outillés pour communiquer efficacement en politique. Nous leur avons enseigné, disons, les différentes formes de communication politique, qu'il s'agisse de la propagande, du marketing, disons, politique, ou de la communication politique au sens scientifique du terme. Nous avons sollicité des experts en communication, par exemple, pour faire, comment accorder une interview, comment organiser un entretien journalistique, comment avoir des journalistes sur le plateau. Comment ne pas avoir peur des questions que nous vous posons. Vous savez, beaucoup n'ont pas cette habitude. Dès qu'ils sont en face d'une caméra, ils ont le trac. Ils perdent leur propre contrôle. Et tout ça là a besoin d'initiation, d'explication et d'astuces pour leur montrer comment on peut communiquer. Mais professeur Bako, est-ce que vous ne prenez pas cette situation par le mauvais bout? Parce que ceux qui haranguent des foules pour se faire élire, ne dites pas que ce sont des objectifs de petites caméras qui leur font peur. Et surtout, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit dire, comment s'expliquer? On ne connaît pas forcément l'idéologie du parti pour lequel on milite, on ne connaît pas l'histoire politique du Bénin, on ne sait pas où va le Bénin, on n'a finalement pas de boussole, on est en politique de façon circonstancielle et pour des intérêts conjoncturels. Je partage totalement votre diagnostic qui correspond au diagnostic que nous avons effectué et qui nous a amené à concevoir le module de formation que nous avons appliqué, disons, au cours de cette première session. Nous avons commencé par l'histoire politique du Bénin. Je peux vous dire, j'étais moi-même surpris par l'ampleur de l'ignorance de nombre de nos militants
du nombre de nos élus par rapport à l'histoire politique de notre pays. Deuxièmement, nous avons également, vous l'avez dit, sur comment les idéaux du parti, l'idéologie du parti, nos orientations fondamentales. Nous avons remarqué que à différentes occasions que nos militants n'étaient pas suffisamment outillés. Il y a eu une communication sur l'idéologie du parti. Nous avons une communication, donc l'idéologie du parti, les idéaux du parti, etc., les orientations fondamentales. Cela faisait partie donc de la formation. Alors nous avons, au cours de cette formation, le groupe cible, ce sont les cadres dirigeants du parti. Quand je dis les cadres dirigeants du parti, c'est-à-dire les membres du bureau exécutif national du parti, et les élus nationaux, c'est-à-dire les députés et leurs suppléants. Nous avons aussi un certain nombre, disons, d'orateurs. C'est les plus sollicités, c'est ça? C'est les plus sollicités. Si par les médias, par les choses, etc. Mais c'est les plus sollicités aussi pour mobiliser sur le terrain. Et donc, il y en a qui ont une certaine compétence pratique en matière de communication politique. C'est-à-dire, ils ont appris sur le tas. Ils ont de la rhétorique sous la langue. De rhétorique, astuce, etc. De la démagogie aussi par endroits. Démagogie, peut-être ça fait partie de la politique. De la propagande. Ça fait partie peut-être de la politique, mais c'est de la mauvaise politique. La démagogie n'est pas la bonne politique, de mon point de vue. Je pense que la politique, c'est parler vrai. C'est dire les choses, mais trouver les moyens de les dire. Mais est-ce que vous êtes sûr, tel que vous le dites là, oui, quand vous êtes devant vos militants de votre circonscription électorale, qu'elles vous écoutent? Parce qu'on a l'impression, l'autre vous dira que les populations n'ont pas envie d'entendre ce que vous dites là, leur dit la vérité, il faut leur dire ce qu'elles veulent entendre. Ce qu'elles veulent entendre, c'est peut-être les petits mensonges que les politiques glissent dans leur discours. Ça dépend. Chacun a son éthique politique. Chacun a son parcours politique. Il y en a qui ont besoin peut-être de petits mensonges pour se donner de l'étoffe, pour esquiver parfois la réalité. Du tout. Je dis, cela ne fait pas partie de mon arsenal d'action politique. J'ai toujours une certaine idée de moi-même. Je suis universitaire, je suis pédagogue, il y a peut-être une certaine déformation professionnelle, mais pour moi, la politique, c'est le service au public. La politique, c'est un procès de vérité, mais des vérités à dire selon les circonstances, selon les contextes. Il faut choisir les mots, les manières de faire passer les choses. Professeur Bako, et ça, c'est important. Oui. Est-ce que vous n'allez pas former le dernier des militants du bloc républicain pour un parti ancré et un système partisan réellement réussi, au lieu de vous intéresser aux gros morceaux, aux gros poissons, qui, eux, dans 3 ans peut-être, ne seront plus dans des mandats électifs, mais que d'autres personnes totalement ignorantes de la réalité du Bénin et du bloc républicain aspirent à être sur des listes électorales, à concourir au suffrage des Béninois, tout ignorant, vraiment, j'insiste là-dessus, de ce qu'est le vrai Bénin. Juste à fait. Nous avons l'ambition d'un maillage territorial assez large en ce qui concerne l'école de parti. Mais vous savez, comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Et c'est pour cela que nous avons dit, il faut commencer par la tête. Lorsqu'on réussit à corriger les aspérités au niveau de la tête, nous pensons qu'en descendant vers le bas, cela sera plus facile. Et ceux que nous formons au sommet peuvent être également des formateurs. C'est donc indirectement une école, du moins une session de formation à l'endroit des dirigeants et des cadres, mais en même temps une session de formation de formateurs qui demain seront déployés d'une manière ou d'une autre sur le terrain, parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le dernier militant est le minimum. Et nous avons un projet. Et cela. Voilà, j'allais vous faire la question. Quelles sont vos visions à long terme? À long terme, notre ambition, peut-être je parlerai de l'année 2024 et plus tard. Pour 2024, nous avons par exemple en chantier le livret du militant. BR.
lorsqu'un militant adhère au parti, quand il prend le livret, il a le minimum sur l'idéologie du parti, sur ce qu'est militant, sur l'éthique du militant, sur la déontologie politique d'un militant, sur les grandes orientations du parti, les grandes options du parti en termes économiques, sociaux, économiques ou autres, disons politiques, culturels, etc. Donc, à partir d'un petit livret que nous pensons traduit dans les langues nationales également à l'endroit, comment l'appelle-t-on, des militants alphabétisés, autres, etc. Je pense que cela fait partie de nos projets. Deuxièmement, nous avons prévu au cours de l'année dupliquer la formation que nous avons faite ici à Cotonou, peut-être dans un ou deux départements, selon les moyens dont nous disposerons pour organiser cela. Je précise que la session que nous avons formée, c'était en partenariat avec l'IGD, Institut pour la gouvernance démocratique, disons, que vous connaissez, donc dans notre pays, qui nous ont beaucoup accompagnés dans ça. Donc, on a des partenariats. Et nous allons essayer de multiplier les partenariats pour voir le nombre de sessions de formation que nous pourrions organiser. À l'avenir, actuellement, notre école est une école mobile et modulaire. À l'avenir, peut-être que nous aurons les moyens d'avoir des installations en termes d'infrastructure, d'accord, pour installer une vraie école, et là, avec des promotions de militants que nous formerons, si vous voulez, aux idéaux du parti. Et pour former un militant, c'est qu'il y a un profil de militant. Il y a une ambition de transformation du pays suivant certains idéaux. Et pour cela, nous devons former et avoir une masse critique, si vous voulez, de gens formés. L'OJBR, c'est l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. L'OFR, l'organisation des femmes républicaines. Les prochaines formations cibleront la jeunesse et les femmes. Voilà. Merci. Et vous aurez le temps certainement d'évaluer les cadres que vous avez formés à cette formation dont vous avez renforcé les capacités lors de la tournée que vous entendez faire sur le terrain prochainement. Oui, c'est une opportunité d'évaluation. Mais je précise que la formation a été préparée depuis l'année dernière, donc sans aucun lien. Mais le contexte a aidé peut-être, parce qu'on en avait besoin dans quelques jours. Permettez, la formation aurait dû se tenir en fin d'année dernière. Pour diverses raisons, on l'a reporté à cette année. Si il y a une coïncidence avec cette idée de tournée, disons, gouvernementale et politique des partis de la mouvance dans les jours à venir, oui, c'est une coïncidence heureuse. Et si ce que nous avons, disons, dispensé comme enseignement, ce que les différents communicateurs ont dispensé comme enseignement, de mon point de vue, je dirais que donc nos cadres sont assez outillés, de mon point de vue, pour aller sur le terrain et expérimenter tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Et donc, nous allons évaluer ensemble l'efficacité sur le terrain. Le BR est prêt pour l'exercice? Le BR est toujours prêt. Le BR est toujours prêt. L'école va aider le BR à subsister après Patrice Talon, après 2026? En quelques mots, monsieur. C'est notre espoir. L'école jouera sa partition. Mais l'école n'est pas le facteur déterminant. Vous-même n'en avez pas la certitude. Voilà. Professeur Nassirou Bako Arif-Fari, député à l'Assemblée nationale dans Zone Franche de ce dimanche. Merci d'être venu ici. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.